Bonjour, bonjour, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et je vais accueillir bientôt Rita qui va nous parler de l'Ayurveda et notamment de la nutrition. Donc l'Ayurveda c'est quoi? C'est la médecine indienne, mais elle va nous en dire plus. C'est une experte dans ce domaine et elle va nous parler de tout ça. Elle va nous rejoindre d'une minute à l'autre. Comment ça va se passer? On va redéfinir un petit peu ce que c'est que... on va se présenter dans un premier temps, bien sûr. Ensuite, on va parler un petit peu de ce que c'est que l'Ayurveda, la médecine chinoise, la médecine indienne, pardon. Ouh là là, ça commence bien. Et puis ensuite, on axera un petit peu plus sur la nutrition en lien avec la médecine indienne. Voilà. Et puis, elle nous donnera quelques outils à la fin, quelques secrets, quelques surprises. Donc, restez bien. En tout cas, elle va nous rejoindre, Rita, d'une minute à l'autre. En attendant, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Et puis, Rita se présentera quand elle arrivera. Je suis coach bien-être en ligne, c'est-à-dire que j'accompagne les femmes dans leur mieux-être, dans leur quotidien, trouver des solutions concrètes. Voilà, et je fais ça en ligne. Donc l'avantage, c'est que pour toi, en tout cas, tu peux rester là où tu es, tu peux choisir ton lieu, tu choisis ton horaire, voilà. Je suis à ta disposition, en tout cas. Je vais lui renvoyer une petite invitation, peut-être qu'elle n'a pas reçu. Hop, en espérant qu'elle nous rejoigne. En tout cas, voilà, aujourd'hui, on va vraiment parler nutrition par rapport à ça. Et pour moi, dans mon accompagnement, c'est important puisque ça me tient à cœur de te faire découvrir les différentes sources de bien-être qu'il peut y avoir. Et ça en fait partie. Et la nutrition et l'alimentation est un des piliers majeurs du bien-être. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Et voilà, il y a plusieurs sortes de nutrition, plusieurs sortes d'alimentation. On est tous différents. Et te faire découvrir ce monde-là me paraissait très très important. En espérant qu'elle nous rejoigne, parce que là ça commence à faire long. Voilà, c'est les aléas du direct, comme dirait l'autre. Et, euh, et voilà. En tout cas, voilà, si tu as des questions, que ce soit en replay ou en direct, n'hésite pas à les poser. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, bonjour à Maya, à Payette, je ne sais pas son prénom, mais peut-être que c'est Payette d'ailleurs, ça serait très original. Bienvenue, Rita va nous rejoindre d'une minute à l'autre, je l'espère. Sinon, je couperai le live et je recommencerai. On va attendre encore une minute. En tout cas, moi, dans mon accompagnement, c'est vraiment un des piliers, la nutrition, l'alimentation. C'est vraiment une source de bien-être. En fait, c'est l'énergie de notre corps qu'on mange, qu'on boit, etc. Bonjour Maya. Et c'est super important de trouver celle qui nous convient, celle qui nous correspond. Alors bien sûr, manger sain, varié, équilibré, c'est bien, mais manger quelque chose qui nous corresponde, qui fasse sens pour nous, au rythme aussi. Il y a aussi bien l'assiette, il y a aussi bien le rythme, il y a aussi bien voilà, l'environnement dans lequel on mange qui est hyper important et qui va nous apporter de l'énergie pour poursuivre nos envies, réaliser nos projets, se sentir bien au quotidien, s'épanouir, etc. Et dans mon accompagnement, c'est un des piliers que je regarde en priorité, en tout cas pour remettre un petit peu à plat tout ça. Super, Rita est arrivée. La santé dans notre assiette, super. Rita à nous rejoindre, super. Voilà, voilà. Oui, elle est là. Merci, d'accord pour voilà, notre santé dans notre assiette. Exactement. Je suis ravie qu'on s'entende sur ça. Bonjour, Bonjour Rita, comment vas-tu? ça va? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, écoute, Parce que pour je moi c'est t'entendais bon. bien tout à l'heure. Et là, ça Toi va. aussi? Ok. Génial. Oui, ça va. Je pense qu'il y a un petit décalage, mais j'entends bien. Ok, top. Écoute, super. J'ai Génial. pas, Oh. j'étais pas, j'ai pas entendu l'introduction, donc je sais pas où on en est. Alors j'ai Désolée. introduit du coup, en t'attendant, je me suis également présentée. Donc du coup, je te laisse la main entièrement pour peut-être commencer par te présenter. Et puis après, on rentrera D'accord, un petit peu plus dans les détails de ce très sujet. bien. Alors, ben, bonjour à tous. Moi, je suis Rita. Alors, je fais de l'Ayurveda. Je fais de la naturopathie ayurvédique depuis quelques années. J'étais de base infirmière de bloc et d'urgence et puis j'ai eu un élan de recherche personnelle où
il me manquait quelque chose dans ma vie, je savais pas trop quoi, et donc je suis partie avec un billet simple d'aller en Inde. Et là, j'ai atterri dans une école d'Ayurveda. L'Ayurveda qui est reconnue par l'OMS comme la médecine indienne, la médecine traditionnelle la plus ancienne au monde. Et c'était une grande révélation. Donc mon voyage, il a duré 6 mois parce à la fin, mon compagnon, il y a eu un problème de santé, donc j'ai dû rentrer. Mais ce voyage, c'était vraiment Ayurveda, méditation, yoga, très très bien, très très riche. Et en rentrant, donc je me suis installée avec ce métier. J'avais déjà fait mes études de naturopathie auparavant, en parallèle de mon travail d'infirmière. Et donc, en rentrant, j'ai fait tout ça. Et en fait, depuis, je suis devenue un peu nerd, un peu toujours à regarder les trucs védiques, des fois un peu perché, pour tout dire. En fait, je suis très ancrée en fait dans la matière. Donc, beaucoup ce côté scientifique, aller regarder les recherches scientifiques, mais de plus en plus avec le temps, les parts d'intuition et de suivre son chemin de vie en fonction de ce qui émane de ce qui est le plus profond de moi, ça prend de plus en plus de place dans ma vie. Donc, j'ai toujours essayé de m'aligner avec ça et ça marche très bien. Donc, je suis vraiment dans la voie de la transmission. Donc, j'ai créé une chaîne YouTube. Je sais plus en quelle année, mais ça fait plusieurs années qu'elle est présente. J'ai 10 000 abonnés maintenant. Il y a le compte Instagram, Facebook et tout ça. Donc, beaucoup de transmissions avec des formations gratuites, avec des petites vidéos pour tous les niveaux, en fait, pour les gens qui sont déjà formés à l'Ayurveda ou pas. Et là, cette année, donc, enfin, j'ai créé l'année dernière une école de formation professionnelle. Et cette année, on commence avec les cours. Donc là, en mars, on débute une petite formation de 4 mois sur la nutrition ayurvédique. Et en septembre, normalement, on va commencer un cursus de 3 ans où il y a moi comme formatrice, mais il y aura aussi d'autres médecins ayurvédiques. Et voilà, c'est chouette. Ok, super. Merci pour cette présentation et ce partage, Rita. On a beaucoup de monde qui nous ont rejoints. On a Laurence, Céline, Camille et plein d'autres avec différents pseudos, Yamina et enfin voilà, plein de monde. Donc bonjour à tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux dès le matin comme ça. Ça fait bien plaisir. Alors du coup, pour bien commencer, qu'est-ce que l'Ayurveda? Comment tu pourrais nous le définir pour des personnes qui découvrent un peu ce mot-là même? Alors, Ayurveda, c'est du sanskrit, en fait, c'est une composition de 2 mots. Okay. Ayur, c'est Ayus. En sanskrit, en fait, quand deux mots se rejoignent et ça fait un mot différent. Donc, en fait, on a rajouté un R, ça fait Ayurveda, mais à la base, c'est le mot Ayus et Veda. Okay. Et donc, Ayus, c'est, ou Ayuhu, c'est plutôt A-Y-U-U. Donc, c'est la vie. OK? Okay. Et Veda, c'est la connaissance, la longévité, etc. Donc en fait, dans la description, on va avoir la connaissance de la vie. Donc l'OMS, elle reconnaît l'Ayurveda comme une médecine, la médecine traditionnelle la plus ancienne. Mais en fait, des fois, j'aime pas trop dire que c'est une médecine. Enfin, je le dis comme introduction parce que c'est facile, on comprend direct de quoi on parle. Mais en fait, quand on parle de médecine en Occident, on a tout un tas d'idées qui nous viennent à la tête. C'est, on imagine en médecine, on imagine l'hôpital, on imagine le médecin avec la blouse blanche. Et en fait, en Ayurveda, c'est pas du tout comme ça. Donc, c'est vraiment la connaissance de la vie. Okay. Et on étudie l'être humain vivant. Enfin, les médecins ayurvédiques à l'université en Inde, ils font aussi des dissécations et des choses comme on font en allopathie ici. Mais en fait, on va étudier surtout comment fonctionne le corps quand il est vivant. Donc, par exemple, quand on étudie l'anatomie et physiologie en Ayurveda, la compréhension elle est différente parce qu'elle vient pas d'une vision structurelle où on dit tiens ça c'est le foie, ça c'est l'ésophage, etc. Et on comprend que chaque chose c'est sa chose, mais on va porter notre attention pas tellement sur la structure, mais surtout sur le fonctionnement. Et donc on va
avoir une compréhension de l'anatomie physiologique qui est différente de celle qu'on a en allopathie parce qu'on va comprendre certaines structures en lien avec les autres et quel est le fonctionnement du corps avec ça. Et surtout, on va étudier l'être humain dans son intégralité, Oui. avec son corps physique, son mental, c'est-à-dire les pensées, voilà, toutes ces choses-là qui peuvent nous passer par la tête, mais l'esprit. Et l'esprit, c'est tout ce domaine de l'intuition, de qui je suis moi réellement, etc. Et on va comprendre aussi l'être humain comme un microcosme qui est dans un macrocosme et qui est en relation constante. Donc, par exemple, s'il fait froid dehors, ben, ça va avoir un impact sur moi. S'il fait chaud dehors, ça va avoir un autre impact sur moi. Si je digère un aliment qui est vert, qui est pas mûr encore, ça va avoir un impact. Si je l'ingère qui vient de l'autre bout du monde, ça va avoir un autre impact. Si je l'ingère en dehors de la saison, ça va avoir un autre impact. Donc tout ça, et aussi les émotions. Oui. Comment je vais digérer ce qu'on me dit, ce qu'on me transmet. Donc voilà, donc on prend en compte les âges de la vie, les saisons, le climat d'où la personne vit, l'environnement de son travail, l'environnement de la maison, voilà, tout ça. Ok, génial, super. Juste, je fais une parenthèse, il y a eu des questions. Alors oui, le replay sera disponible sur mon profil. Donc ceux qui doivent quitter pour diverses raisons, pas d'inquiétude, vous aurez quand même accès à la vidéo. Et du coup, tu nous as parlé que c'était la plus ancienne médecine, parce qu'on va la nommer comme ça, si tu le veux bien, pour simplifier un petit peu les choses et que tout le monde comprenne. Est-ce que tu as une idée depuis quand ça date? Est-ce que ça fait des millénaires, plutôt des siècles? Ok. Alors, c'est reconnu par l'Organisation mondiale de Oui, santé comme la médecine plus ancienne. Je ne sais pas moi dire par rapport à toutes les études que j'ai oui, fait si c'est réellement la plus ancienne. Ok. Et je sais que ça, je pense que ça n'enlève rien à l'Ayurveda de dire ça, mais en fait, l'Ayurveda, elle est née dans les Himalayas, donc en Inde, dans ok. ce qu'on connaît l'Inde aujourd'hui, qu'à l'époque ce n'était pas l'Inde, mais dans les Himalayas. Mais c'est une médecine qui est née là, une forme de soin qui est née là, mais en même temps, il y a plein de formes de soins anciens qui sont nés de partout dans le Oui, monde. c'est vrai. Et ce que je trouve qui est extraordinaire, c'est que toutes ces formes de soins, on pourrait dire que c'est de l'Ayurveda. Ces formes de soins très anciennes, comme par exemple la médecine philippine, la médecine tibétaine. La médecine tibétaine, on le sait que ça a été influencé par l'Ayurveda. La médecine chinoise, on sait que ça a été influencé par l'Ayurveda. Mais après, il y a certains tribus, certains endroits du monde où on ne sait pas si ça a été influencé et c'est quand même né depuis la nuit des temps. Donc en fait, quand est-ce qu'on va dater l'Ayurveda? Aujourd'hui, on suit des textes ayurvédiques. Donc, on a trois textes principaux, la Charaka Samhita, la Sushruta Samhita et l'Ashtangridayam. La Charaka Samhita, c'est la plus ancienne. Normalement, on voit des ouvrages, enfin, elle est divisée soit en 3 volumes, soit en 7 volumes. Et c'est plus sur la médecine en elle-même. La Sushruta, c'est plus sur la chirurgie, parce qu'on a une grande branche de l'Ayurveda qui est la chirurgie aussi, qui est un peu plus récente. Donc, dans les textes, on va trouver la Charaka. Les textes, on va essayer de les dater par rapport à la forme de rédaction du sanskrit. Parce que c'est des textes qui ont été écrits en sanskrit. Donc, les personnes qui le font, que maintenant j'ai plus le nom, qui étudient l'écriture, ils datent environ de 7000 ans, la Charaka, la Sushruta 5000 ans et l'Ashtangridayam 1500-2000 ans. Avant Jésus-Christ, pardon. Oui, donc ça fait très longtemps. Voilà. Ils sont pas tous d'accord, hein, les personnes qui étudient ça. Donc il y en a qui disent que c'est plus récent et que c'est moins récent. Le problème, c'est que, on le sait, et c'est même décrit dans les textes, que la vraie transmission de l'Ayurveda, elle se faisait oralement. Oui. Parce que le fait de l'écrire, ça fige l'information.
Et à partir du moment qu'on fige l'information, elle n'est plus bougeante et ce n'est plus la vie. Et une des significations de Ayuhu, de Ayurveda, donc la vie, c'est qu'en fait, c'est comme Ayuhu, c'est comme si c'était un verbe. Donc, on comprend que cette vie, que cette longévité, elle est bougeante. Donc, si à partir du moment qu'on fige quelque chose, ben, ça devient figé, ça ne bouge plus, ça n'évolue plus. Et ce n'est plus propre à la vie. D'ailleurs, quand on étudie les textes aujourd'hui, par exemple, dans mes formations, j'enseigne à travers les textes, à partir des textes, mais toujours, il faut qu'on soit capable de l'adapter, l'information, à nos jours, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont plus adaptées. Par exemple, il y a des choses qui sont choquantes parce que les textes ont été écrits dans une société et dans une époque de la vie où la femme, elle valait rien, en fait. Donc, on voit des choses comme ça que la femme, elle est un peu utilisée pour satisfaire l'homme. Par exemple, pour se réjouir, si une personne est triste, il doit trouver une femme qui soit belle, qui soit aimante, tout ça. On voit pas l'inverse. Si la femme elle est triste, on voit pas l'inverse en fait. Donc on voit beaucoup de choses comme ça dans les textes. Et donc tout ça, il faut comprendre dans quel contexte ça a été écrit, plutôt que juste de juger, c'est de comprendre dans quel contexte et comment on va le faire évoluer. Donc, en sachant que c'était quelque chose qui était transmis oralement et que jusqu'à qu'il y a quelqu'un qui a eu le courage de casser cette tradition et de l'écrire, il a fallu beaucoup de temps. Donc, on ne sait pas exactement depuis quand ça existe. Donc, on sait que c'est minimum 7000 ans, mais c'est probablement beaucoup plus. Et on sait pas. En tout cas, au niveau de l'oralité, 7000 ans, finalement, c'est la date des écrits. Mais on sait très bien que toutes les traditions, que ce soit en Inde ou ailleurs, d'ailleurs, que ça s'est déjà transmis par la parole avant de se figer plus ou moins dans l'écrit. Ok, et finalement, il y a trois grands principes à ce que tu nous as partagé. Il y a la partie plutôt chirurgie, la partie, alors je n'ai pas retenu ma leçon, mais la partie plutôt avec l'environnement et une autre. C'est ça, il y a trois grands principes en fonction des livres. Je sais pas, non, peut-être que je me suis mal exprimée là. En fait, il y a 8 branches. Il y a la branche de la médecine, il y a la branche de la chirurgie dont j'ai parlé, mais il y en a d'autres. Il y a Balachikitsa, c'est la pédiatrie. Il y a des soins d'obstétrie. Il y a beaucoup de branches. Mais du coup, là, le but, c'était peut-être de parler de la nutrition. La nutrition, elle va rentrer dans la partie médecine. Ok, ce que serait peut-être en allopathie serait la médecine générale. Ok, un médecin classique, un médecin traitant. Ok, donc la médecine, l'alimentation, elle rentre là-dedans. Et après, il y a des principes, oui. Donc déjà, quand on étudie l'Ayurveda, elle vient dans le contexte des Védas. Les Védas, c'est tous les textes, toutes les informations qui nous sont données qu'on ne peut pas obtenir soit par l'observation, soit par l'expérience personnelle. Ok, donc tout ce qu'on sait dans la vie, c'est soit parce qu'on l'a vécu, parce qu'on l'a ressenti par nos cinq sens, ou soit parce que quelqu'un nous a dit. Et donc les Védas, ils proposent une solution, une explication pour toutes ces choses qu'on ne peut pas avoir par ces deux moyens. Donc, il y a l'astrologie védique, il y a plein de choses là-dessus. Donc, le yoga, il en fait partie, le Vastu Shastra, donc voilà. Et donc, il y a 4 Védas. Et l'Ayurveda, donc c'est la partie médicale, si on peut dire comme ça, qui est un Upaveda de la Tarvaveda, qui est un des 4. Ok, donc déjà, on va la situer là. Et donc, il y a des connaissances que pour qu'on puisse comprendre l'Ayurveda, il y a des connaissances qui viennent des Védas. Donc, une de ces connaissances qui viennent des Védas, qui fait partie des principes de base, c'est le Samkhya. C'est souvent traduit comme une philosophie, mais c'est une façon de comprendre la création de l'univers. Et donc, ça, c'est pas propre à l'Ayurveda, mais ça le précède. Et sans comprendre ça, on peut pas comprendre l'Ayurveda. Donc, ça dit quoi? Ça explique la création de l'univers étape par étape. Je vais pas expliquer dans le détail là, parce que c'est un monde aussi. Mais en gros, on part de quelque chose qu'on appelle Purusha, qui est le tout, le pur, Dieu, si on veut, Brahman, ou, voilà. C'est tout ce qui existe, mais qui ne s'expérimente pas encore dans la matière. Et après, on va avoir tout un tas d'étapes, jusqu'à qu'on arrive à la matière, à quelque chose qui est plus figé, qui est plus concret, qui est plus matériel.
et ça va se déployer dans 5 éléments. D'accord. L'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Oui. OK? Et donc ça, on arrive dans la matière. Mais du coup, ça nous permet de comprendre déjà qu'avant d'être matière, on était quelque chose d'autre. Et que tout ce qui existe, ça fait quand même partie de ce Purusha, de cette unité, de tout ce qui existe. Et que du coup, on est tous liés. Et c'est pour ça qu'on est en interaction permanente avec l'environnement dans lequel on vit. Parce que quelque part, ce qui est extérieur de nous, c'est une continuation de nous-mêmes. Ok, donc ça c'est un des principes. Et donc après, on va travailler avec dans la matière, en médecine, si on peut dire comme ça, dans la partie Ayurveda, on va utiliser ces 5 éléments. Donc ces 5 éléments, ils vont se rejoindre dans 3 énergies, Vata, Pitta et Kapha. Vata, c'est l'union de l'air et de l'espace. Donc c'est l'air qui circule dans un milieu éthérique, dans l'espace. Le Pitta, ça va être le feu qui circule dans un milieu liquide. Okay. Et Kapha, ça va être le mélange de l'eau et de la terre. Ok, donc un peu à l'image de la boue. Et donc, qu'est-ce que ça va donner? On va étudier quelles sont les caractéristiques de ces 3 doshas dans la personne et à l'extérieur de la personne pour du coup équilibrer. Donc, par exemple, le Vata, c'est vraiment à l'image du vent. Donc, le vent, il est bougeant. Par exemple, un coup, ça souffle, après, ça s'arrête de souffler, ça ressouffle à nouveau. Il est instable, donc il est bougeant, il est rapide, il est froid. Voilà, il a toutes ces caractéristiques. Donc, chez une personne qui a la constitution Vata, on va retrouver tout ça. Donc, on va retrouver ça dans ses maladies. On va retrouver ça dans les saisons. Par exemple, les saisons Vata, c'est quand on arrive dans l'hiver. On va retrouver ça dans certains climats. Donc, plus on est vers le nord, plus on va retrouver donc du froid sec. Ok, par exemple, moi je suis à Marseille, c'est très Vata parce qu'il y a beaucoup de vent et du coup les montagnes, même s'il y a de la chaleur, qu'il y a le soleil, c'est très très sec. Toute la végétation elle est sec, tout est asséché. Donc ça c'est très Vata. Okay. Et on va le retrouver dans des maladies, donc dans les équilibres et dans le déséquilibre. Donc un déséquilibre de Vata, par exemple, s'il se localise beaucoup au niveau du ventre, ça peut être des ballonnements. Donc on peut avoir des choses comme ça. Et dans la personnalité, on va retrouver aussi les doshas de naissance. Donc, on va avoir une constitution de naissance qui est celle de nos doshas. Et ça change pas. Donc, c'est pas que c'est positif ou que c'est négatif, c'est que juste on doit apprendre à connaître notre nature pour s'équilibrer. Donc, une personne qui est de base Vata, donc elle va être plutôt longiligne parce qu'elle va être sèche. Okay. Elle va avoir justement cette tendance à s'éparpiller. Je commence un truc, après j'ai plein d'idées parce que le Vata il est très créatif. C'est vraiment cette énergie d'expansion. On a l'univers, le champ des possibles, tout est possible. Mais du coup, on fait plein de choses et on finit pas parce qu'après on est passé à autre chose et voilà. Et ils ont une petite capacité vitale aussi les Vatas, c'est-à-dire que s'ils apprennent pas à avoir une routine, à avoir une certaine stabilité, ils vont continuer dans cet éparpillement et du coup, ils s'épuisent complètement. Parce que déjà, quand ils sont en train de faire une chose, ils sont en train de penser à une autre, ils sont en train de penser à ce qu'ils ont fait hier et ce qu'ils vont faire demain et toutes ces choses-là. Donc, rien que de penser en même temps qu'ils sont en train de faire et tout ça et qu'ils sont super agités, ils dépensent toute leur énergie et après, pouf, après, il n'y a plus rien. Ils ont plus d'énergie, puis ils récupèrent un peu d'énergie, et après ça repart, et Ça, c'est très Vata. Okay. Donc, ça, moi, j'appelle ça le vol du canard. C'est le canard, il donne tout, il donne tout, il donne tout, et après, il donne tout, il donne tout, il donne tout, et hop. C'est un peu ça. Et donc, voilà, comment on l'équilibre en Ayurveda, c'est qu'on va toujours donner à une personne, en fonction de ses déséquilibres, le contraire. Parce que ça, c'est le contraire des caractéristiques dont il a besoin. Ça, c'est ce qu'on appelle Samanya Vishesha Siddhanta. Donc, si on donne la même chose, ça va augmenter la qualité. Si on donne le contraire, ça va l'apaiser. Donc, le Vata, entre tout ce que j'ai dit, il est aussi froid. Si je donne de la chaleur, qui se fait des hammams, surtout avec de la chaleur humide, ça va énormément l'apaiser. Si je prends le Vata et je le mets
assis à méditer dans les Himalayas avec le froid qu'il fait, bah, il va pas réussir à méditer parce que du coup, il va partir dans tous les sens. Donc, il y a des étapes. Donc, dans tout ça, notamment dans la méditation, si le Vata, il veut méditer, il peut. Mais il y a des étapes. S'il a jamais fait, que je le dis, de s'asseoir et de faire une méditation en silence, bah, ça marche pas. Parce qu'il y a trop de voix là-dedans. Ok, génial. Ah, c'est super Voilà. intéressant. C'est super intéressant. Ouais, c'est Merci passionnant. pour ce grand partage. Donc finalement, l'Ayurveda, c'est 8 principes, il y a 8 branches sur 5 éléments, il y a 3 énergies et on mixe tout ça, donc c'est très complexe. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on se focalise sur la nutrition, si c'est OK pour toi. Mais en tout cas, Oui. merci pour cette introduction de l'Ayurveda, ça donne un cadre. Alors bien sûr, si vous voulez aller plus loin dans les explications, contactez Rita, parce que vous avez vu, c'est très complexe, c'est même en 1 heure de live, je suis même pas sûre qu'on ait assez de temps pour bien expliquer, j'imagine. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on se concentre un petit peu sur la nutrition. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de la nutrition par l'Ayurveda? Du coup, comment ça match entre les deux? Juste du coup, pour partir sur la nutrition, je vais peut-être finir d'expliquer les 3 doshas, parce que comme Si ça tu veux. sera plus facile d'expliquer la nutrition. Donc, j'ai expliqué un petit peu qui est le Vata. Oui. Alors, le Pitta, je vais faire vite, hein, ne t'inquiète pas. Le Pitta, c'est donc le feu qui circule dans l'eau. Donc, c'est celui qui a chaud. Ok, donc en termes de problèmes, ça va être par exemple problème digestif. Ok. Si pour le Vata, c'était les ballonnements, l'air, là, ça va être les reflux, par exemple. La chaleur, l'acné, les choses comme ça. Ok. En termes de personnalité, c'est la personne qui va droit au but. Ils sont très intelligents, ils savent très bien ce qu'ils veulent, ils se posent pas trop de questions. Anatomiquement, ils ont facilement un corps musclé. Voilà, c'est mais moyen, pas trop non plus. Ils ont des visages sont plutôt clairs avec des petites imperfections de la peau, etc. Et ils peuvent tomber dans la colère assez rapidement, ok? Parce Ok. qu'ils sont, quand ils s'énervent, ils tombent. Alors que le Vata c'était plus dans l'anxiété, le Pitta c'est plus dans la colère. Ok. Et le Kapha c'est l'eau et la terre, et donc c'est le plus mou, c'est le plus bisounours, mais c'est le plus lent en tout. Donc en termes de digestion c'est le plus lent aussi. Donc, il prend beaucoup de temps à digérer. En D'accord. termes de mémoire, il a une excellente mémoire, mais il prend beaucoup de temps à comprendre une chose. Quand il a compris, il n'oublie pas. Ok. Euh, voilà, c'est des personnes qui gardent toujours les mêmes amis de longue date, depuis petit, ils gardent les mêmes amis. Ils sont très fidèles, ils sont très copains, voilà. Ok. Et morphologiquement, ils sont plus larges. Donc, l'anatomie, elle est un peu plus large, les articulations plus larges, la mâchoire un peu plus massive, etc. Ok. Donc, maintenant qu'on a compris les 3 doshas, Oui. on va, comment est-ce qu'ils doivent manger? Donc, on doit prendre en considération ce qu'on appelle Agni, leur feu digestif. Ok. Donc, une personne en bonne santé, elle va avoir un Sama Agni. Un Sama Agni, c'est un feu digestif qui est correct, qui est régulier, qui digère bien, qui ne donne pas de ballonnement, de reflux, de pesanteur, de nausées, voilà. Ça, c'est un bon feu digestif qui travaille bien en fonction de ce on donne au corps à manger. D'accord. Dans les déséquilibres, on va avoir des tendances. Donc, quand Vata est déséquilibré, on va avoir une tendance à avoir un Vishama Agni, c'est-à-dire un Agni qui est instable. Un coup j'ai faim, un coup j'ai pas faim, Oui. un coup j'ai envie de manger un éléphant, un coup j'ai pas du tout, voilà. Ça vient à des horaires différents, donc ça c'est très 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 Vata. Donc cette instabilité, toi tu rigoles parce que tu te reconnais bien dans le Vata. Ouais, j'avoue que le Vata me parle plus, mais les 2 autres aussi. Donc, je ne sais pas si c'est possible d'avoir un petit peu des 3 énergies, j'imagine. On a toujours les 3 énergies, j'ai Toujours les oublié de trois dire ça. énergies. On a une ou deux qui sont dominantes, mais on Oui, a c'est ça. toujours les 3 parce qu'on a toujours les 5 éléments. Ok. Euh, de ta physiologie, bah après, il faudrait regarder la langue, les mains et tout ça. Mais rien que du visage, le vata, il est évident là. On est d'accord. Ok. Donc, oui, on le voit bien. Mais après, je pense que il y a quand même un peu de pitta, Mm. je pense, de ce que j'ai vu de ton travail, etc. Mais après, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va donner? On va s'adapter toujours au feu digestif de la personne. Oui, bien sûr. Donc, pour le vata, donc, il y a cette instabilité. Donc, la première chose, c'est de retrouver un agni
qui soit régulier. Parce que si l'acné il reste irrégulier comme ça, on peut jamais être en bonne santé. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on n'a pas faim et qu'on mange, cette alimentation qu'on va... Bon, là, je vais parler d'alimentation, aliments, nourriture, hein, nourriture qu'on mange par la bouche. Parce qu'en Ayurveda, toutes les pensées, toutes les émotions, tout ça, c'est de la nourriture. Mais là, je vais parler spécifiquement de ce qui va alimenter le corps physique, ok? Que ça, je crois que c'était le but du live. Donc, si on reste dans cette instabilité, c'est très compliqué de rester en santé parce que si on n'a pas faim, et c'est ce qui arrive souvent chez les personnes qui ont un Vishaman et un Agni qui est irrégulier, du coup, ils vont manger à certains moments où ils n'ont pas faim et ça va pas être digéré. Parce que la faim, elle n'est pas présente, le corps, les enzymes digestives, elles sont pas prêtes à digérer. Et comme elles sont pas prêtes, et ça va créer ce qu'on appelle ama. Ama, c'est juste des toxines, ça peut être traduit comme des toxines, mais c'est vraiment de la nourriture non digérée. La traduction littérale, c'est de la nourriture non digérée. Donc, c'est pas n'importe quelle toxine, c'est pas des métaux lourds, voilà, c'est vraiment de la nourriture qu'on a mangée et qui n'a pas digérée. Cette nourriture qu'on n'a pas digérée, toutes les personnes vont avoir une action différente, mais c'est toujours néfaste. Donc, les kapha, ils ont tendance à accumuler, ils vont stocker. Le vata et pitta, pas forcément, mais ça va rester dans un endroit accumulé dans le corps et ça va créer des maladies par la suite. Donc, c'est un peu l'image du pain. J'aime bien donner cette image parce qu'elle est un peu choquante. Mais si on prend un pain, voilà, on prend un pain qu'on achète à la boulangerie, on le mouille un petit peu dans l'eau et on le met au fond dans un placard avec un radiateur pas très loin. Donc, avec ce pain, il se retrouve dans un endroit qui est sombre, qui est chaud et dans un environnement qui est assez humide. Qu'est-ce qui va se passer avec ce pain? Est-ce que tu sais me dire? Ben, il va pourrir, clairement. Il va pas ressortir très beau, quoi. Clairement. Donc, notre corps, une fois qu'on a ingéré un aliment, notre corps, c'est un endroit, c'est un milieu qui est sombre, humide et chaud. Donc, toute la nourriture qu'on va pas manger, qu'on va pas digérer plutôt, elle va rester dans un coin et elle va faire ça. Et donc, au fil, bon, si on a une goutte d'ama, ça va. Au bout d'un moment, le corps, il arrive à l'éliminer. Mais si tous les jours, 3 fois par jour, on mange qu'on n'a pas faim et qu'on accumule de plus en plus d'ama, au bout de, je sais pas, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on va avoir des problèmes. Chez les Vata, parce que du coup, c'est ça qui parle le plus aujourd'hui, on a des problèmes souvent d'arthrose. Mais l'arthrose, elle arrive au minimum 20 ans d'accumulation d'ama. Arthrose, il y en a plusieurs types d'arthrose en Ayurveda. Et c'est vraiment une maladie de longue durée, c'est vraiment une maladie d'hygiène de vie et qu'on peut vraiment faire quelque chose, mais avant. Parce que c'est au bout de beaucoup de temps d'accumulation d'ama qu'on va le voir. Et les Vata, ils s'aperçoivent pas parce qu'ils sont fins. Donc, comme ils stockent pas, exactement. Ils se rendent pas compte. Et après, petit à petit, ça s'accumule au niveau des articulations. Et donc, par la suite, après, ça donne des problèmes d'arthrite, arthrose, en fonction de la météo, etc. Donc, le grand défi en nutrition en Ayurveda, c'est de comprendre comment fonctionne le système digestif de la personne, comment fonctionne l'Agni, et donner et essayer d'équilibrer cet Agni pour que la personne digère mieux. Et par la suite, une fois que ça c'est acquis, on va donner donc des aliments qui sont plus propres aux autres. Mais je vais déjà finir avec ça. Donc pour le Vata, la tendance c'est être irrégulier. Donc la première chose c'est essayer de l'équilibrer. Et comment? Il faut passer par une phase où on va manger régulier même si on n'a pas faim. Parce que une personne qui a un Agni complètement Vishama, complètement irrégulier, on peut pas lui dire mange quand tu as faim. Parce qu'un jour il a faim à 9h, un autre jour il a faim à 11h, et puis il se perd. Et puis comme c'est Vata, il va pas tenir. Donc on va lui dire par rapport à ce qu'on croit, enfin le thérapeute par rapport à ce qu'on croit de lui, on va dire mange telle chose à 9h, mange telle chose à midi, mange telle chose à 18h. Et tu manges pas et tu grignotes pas entre. Et au bout d'un certain temps, s'il se tient à cette quantité et à ces horaires, l'Agni, il va se rétablir. Pendant tout ce processus, Ama, il est fortement accumulé parce que
forcément dans le processus, bah, il y a eu des moments où il a mangé et qu'il n'avait pas faim. Mais c'est un processus. Et une fois que c'est bon, ben après, le corps, il arrive à se régénérer de lui-même. Il se remettre de lui-même. Donc ça, c'est les problèmes qu'on voit plus chez les Vata. Chez les Pitta, qu'est-ce qu'on voit? On voit souvent le Tikshna. Ça, c'est un cas de déséquilibre. Il va avoir un feu digestif qui est trop puissant. Donc, il brûle tout. Donc, c'est vraiment le Pitta, c'est cette histoire de feu. Donc, il va tout brûler, tout brûler, tout brûler. Et du coup, il a faim tout le temps. Donc, il a mangé à 9 heures. À 11 heures, il a faim. À 13 heures, il a faim. Et puis, s'il mange pas, en plus, si c'est un vrai Pitta pur, ben, il se met en colère s'il mange pas quand il a faim. Et pitié pour ceux qui sont à côté de lui. Ça, oui. Donc, comment on va faire pour le pita? En fait, il faut qu'il mange très nourrissant parce que c'est pas bon pour lui de manger tout le temps comme ça. Et en fait, s'il a faim tout le temps, toutes les 2 heures comme ça, c'est parce que probablement il a mangé des aliments qui sont pas assez consistants. Donc, l'ordre pour le pita, c'est vraiment toujours manger des choses qui vont être consistantes. Qu'est-ce qu'on a de consistant dans l'alimentation? Donc, pour ceux qui mangent de la protéine animale, ben, bien sûr que la viande, elle est beaucoup plus consistante que juste manger des légumes verts. Mais pour ceux qui sont végétariens ou véganes, c'est les céréales complètes, les légumineuses complètes. Et si on mange une bonne quantité en machin, ben là, c'est là que le pita, il va avoir une consistance et que ça va durer un peu plus de temps que 2 heures. Ok. Okay. Et l'autre chose très importante pour le pita, pour le vata aussi, mais pour le pita aussi, c'est jamais sauter un repas. Parce que s'il a sa faim et qu'il saute son repas, ben, il va pas être bien. Ben, on dit dans l'image en Ayurveda, c'est que le Tikshnagli, il faut qu'il brûle. Donc, si à un moment donné, il n'a pas d'aliments pour brûler, ben, il va commencer à brûler les parois de l'estomac, etc. Et donc, ça fait quoi? Ça fait des ulcères. Donc, dans les déséquilibres un peu plus poussés, le pitta, il va avoir des problèmes d'ulcères, des problèmes de reflux, des choses comme ça. Et donc ça, après, on va regarder les aliments concrètement, mais ça, je vous dirai après. Ok, ça marche. Génial, super riche. En tout cas, tu as plein de petits cœurs, Rita. Et tu as même Oui, Chacha qui nous dit que c'est passionnant. Donc c'est super. oh, Génial. merci. Merci. Et donc, du coup, le dernier. Le dernier, c'est donc le kappa. Le kappa, il est lent. Oui. Tout est lent, la démarche est lente, il demande autorisation un pied pour bouger l'autre, donc tout est lent. Et donc, la digestion est très lente. Ok. Comme la digestion est lente, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut manger quand il a faim, c'est simple, et manger la quantité euh, par rapport à sa faim. Si le kappa, il mange de trop, en fait, le kappa, il a un truc, c'est vraiment le bisounours. Donc, c'est l'amour. C'est l'amour. Tout dans la vie, c'est l'amour. La chose qui le parle le plus, c'est l'amour. Ok. La nourriture, c'est de l'amour. OK? C'est le genre de personnes qui disent au cabinet, ah oui, mais moi, le chocolat au lait le matin, ma maman, elle me le préparait, tout ça. Et ils ont beaucoup de mal à lâcher des choses qui leur font du mal parce que c'est l'amour. La nourriture, c'est l'amour. Donc, ce qui est important pour eux, c'est donc déjà faire cette démarche de comprendre que la nourriture, c'est de l'amour quand on le fait du bien et que des fois, elle nous fait du mal, donc on peut lâcher certaines choses. Mais surtout, en fait, on va caler les aliments en fonction des horaires où il a faim. Et normalement, le kappa, il a faim 1 à 2 fois par jour max. Sauf qu'il adore manger. Il adore manger, donc il aime bien faire 3 ou 4 repas, voire plus dans la journée. C'est pas des styles à grignoter, mais à de faire des bons repas. Et en fait, quand il mange beaucoup, plus que ce qu'ils ont besoin. Et donc ça fait de la congestion. Donc c'est le style de problème de vouloir trop dormir après manger. Ok. Donc parce que ça a tellement plombé l'alimentation que du coup c'est lourd et on peut pas digérer, on est plombé. Voilà, c'est les histoires de mucus, créer trop de mucus, ça c'est très typique du kappa. Ok. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, les histoires de jeûne intermittent, les choses comme ça sont super pour le kappa parce que c'est vraiment en fonction de sa faim. Donc, ce que je remarque, moi, le plus souvent au cabinet, c'est qu'ils ont faim vers 11 heures et vers 18 heures. Okay. Donc là, c'est un défi pour le thérapeute et pour la personne en elle-même, c'est de concilier entre leur travail
et manger au moment où la faim est présente. Oui. Parce que l'Agni, il va être en fonction du lever du coucher de soleil, pour tout le monde, hein, pour tous les types. Il va être en fonction du moment où le soleil se lève et se couche et au moment où la personne se lève et se couche. Ok. Donc, et en général, c'est les kappas, c'est au moins 3-4 heures après se lever parce que c'est lent. Et du coup, ça arrive pas vraiment à midi, ça arrive un peu avant. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut voir. Ok. Juste une remarque, parce que du coup, c'est une confusion souvent qu'on fait, c'est qu'on croit que, par exemple, si ma nature est vata, je peux avoir que des ballonnements. Ou si ma nature est pitta, je vais avoir du reflux. C'est des tendances. C'est-à-dire que je peux être, par exemple, kappa, c'est pas mon cas, mais enfin, si, c'est un peu mon cas, mais pas à 100%, donc, et avoir des problèmes de ballonnement, qui c'est plutôt type Ça de peut être vata. cumulé. Voilà, parce que le déséquilibre, c'est un déséquilibre de vata. Donc, peu importe notre constitution, on peut avoir des déséquilibres des autres. OK? Ok, bien sûr. Voilà pour l'Agni. Après, quels sont les aliments? Oui. Donc, par rapport à une tendance à problème. Donc, le vata, les tendances à problème, c'est tout ce qui est lié à l'air. Donc, un niveau digestif, donc on peut avoir plein de problèmes. Hein. Au niveau digestif, c'est le plus courant, c'est les ballonnements. Les ballonnements et la constipation, une constipation de sécheresse vraiment, où les selles sont très secs. D'accord. Euh, donc là, qu'est-ce qu'on va donner? Ben, il faut s'hydrater, il faut avoir des huiles dans la nourriture, il faut pas manger trop de crudités, surtout en hiver. Il faut manger chaud, manger des plats, sauces, des choses comme ça. Et manger 3, 4 repas normalement, en fonction de la sensation de la faim. Non, le plus souvent 3 repas. Et des petites quantités. Enfin, des petites quantités par rapport à sa capacité digestive. Oui. Parce que si ça va un peu au-delà, déjà, ça déséquilibre le vata direct. Ok. Ok. Et quels sont les aliments? Mais tout ce qui est plus chaud. Donc tout ce qui est plus. Donc dans les légumes, on va varier. Donc on va manger de tous les légumes, mais on va privilégier ceux qui sont, par exemple, les plus denses. C'est important. Par exemple, si on mange en plat que des légumes, ce qui n'est pas terrible pour le vata, mais si le vata il mange en plat que des légumes, il faudrait qu'il y ait dans ces légumes qu'il y ait par exemple de la pomme de terre ou du potimarron, qui sont des légumes racines un peu plus consistants. Ok. Mais le vata, il a besoin de consistance aussi, parce que sinon, il va s'amaigrir encore plus. Donc, comme j'avais dit, les céréales et légumineuses pour le pitta, c'est aussi vrai pour le vata. Par contre, les légumineuses, elles sont astringentes. Et la saveur, donc on étudie six goûts en Ayurveda. Et astringence en Ayurveda, c'est un goût. Donc, l'astringent et l'amer, ce sont les goûts privilégiés pour déséquilibrer le vata. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les manger, Oui. mais ça veut dire que ça doit être dans des quantités raisonnables. Donc la légumineuse, elle peut être présente, oui, mais en petite quantité. D'accord. Le chocolat, il peut être présent, oui, mais le chocolat, vraiment le vrai chocolat amer, il est amer. Donc l'amer, il déséquilibre le vata. La chicorée, il déséquilibre le vata parce que c'est amer. Voilà, donc toutes ces choses-là. Donc, si c'est de temps en temps, c'est OK. Si tous les matins, c'est un gros verre de chicorée, vous êtes en train de vous déséquilibrer. Voilà. Ok, ça marche. Faut pas partir dans les extrêmes, quoi. Oui, voilà. C'est toujours une quantité. On exclut aucun aliment, OK, parce qu'il faut vivre, il faut se faire plaisir et tout ça, mais c'est juste une histoire de trouver son équilibre. Pour le pitta, donc on va avoir ces tendances aux brûlures, aux ulcères, à toutes ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire attention? On va faire attention au goût, surtout la saveur acide. Donc, l'acide, on n'a pas trop chez nous. Enfin, on a le citron, on va avoir le café, donc toutes ces choses-là, il faut éviter. Mais surtout, ce qu'on a chez nous et qu'on n'y pense pas souvent, c'est les produits fermentés. Donc, fromage, yaourt, qui sont très, très, très répandus dans la culture française. Et qui sont très 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 nocifs pour le pitta, surtout quand c'est l'été. Et de nos jours, on mange du fromage et du yaourt à n'importe quel moment, n'est-ce pas? Donc, on ne tient plus compte des saisons, que le fromage, il vient des montagnes, c'est pas pour n'importe quoi, c'est parce que dans les montagnes, il fait plus froid et que les produits fermentés, ils tiennent une chaleur pendant plus longtemps.
Donc voilà, les produits fermentés, c'est ceux qui vont créer de plus de problèmes chez le pitta. Ok. Les épices aussi. Donc si c'est trop épicé, alors que les fermentés, les acides, ils vont avoir de la chaleur, mais la chaleur elle va garder longtemps. Les épices, pardon, les épices c'est un pic de chaleur plus haut, mais qui passe. Donc il déséquilibre. À la fin, il déséquilibre moins le pitta. Ok. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc, tout ce qui est alcool, tout ce qui est Mhm. trop gras, trop frit, trop lourd, tout ça, c'est pas bon pour le pitta. Ok. Donc, après, il doit faire des repas consistants Oui. par rapport à son agni, c'est ce qu'on a vu avant. Pour le kappa, donc le kappa, c'est une tendance à la congestion. Et donc, les premiers types d'aliments qu'on doit éviter chez le kappa, c'est tout ce qui est un peu trop congestif. Donc, tout ce qui est produits laitiers, fermentés ou pas, c'est Mhm. très lourd parce que c'est très semblable au kappa. Et ce qui nous dit cette Samanya Vishesh Siddhanta, c'est que le semblable augmente, le semblable et le contraire il diminue. Donc, si on donne tous les jours un verre de lait au kappa, ben, on est en train d'augmenter sa congestion, sa nature. Ok. OK? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit éviter ces produits laitiers. Ils sont pas à proscrire complètement, mais ils sont à éviter. Tout ce qui est trop lourd, genre des oléagineux, un excès d'oléagineux, ça peut être trop pour le kappa. Mais surtout, ce que je remarque en cabinet, ce qui marche le mieux pour les kappas, c'est de faire attention aux quantités. C'est vraiment de caler aux horaires où il a faim et ne pas manger de trop. Parce que des fois, en Ayurveda, on est là à enlever tel ou tel aliment. Mhm. Mais ce qui va faire la vraie différence, c'est que même s'il mange que des choses qui sont bonnes pour lui, notamment les légumes à feuilles vertes qui sont très amères, que justement vont stimuler pour le kappa, c'est positif. S'il mange beaucoup trop de ça, ben c'est beaucoup trop. Beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Donc ça va faire congestion quand même. Ok. Et donc, voilà, on est en train de lutter contre ça. Donc, tous les problèmes de mucus, de choses comme ça, c'est plus lié au kappa. Et, euh, et voilà, je crois que j'ai fini un petit peu les idées générales des aliments et de ce qu'on peut faire en fonction du dosha. Après, voilà, bon, comme on explique comme ça vite fait l'Ayurveda, on est toujours à parler des doshas, mais Oui. c'est un peu limitatif. Oui, oui, On doit aller regarder un peu plus en détail chaque bien sûr. personne pour vraiment conseiller concrètement ce qu'elle a besoin, parce que chaque individu, c'est un individu. Et on n'est pas là à essayer de classer des gens, parce que si c'est juste classer des gens et leur donner une liste d'aliments à suivre, ça marche pas. Si vous voulez, vous pouvez trouver hein, sur Internet, il y en a plein de listes comme ça, mais c'est pas ça qui va vous changer la vie, quoi. C'est sûr. En tout cas, comme tu l'as dit au début, on peut avoir les différentes énergies, on peut avoir voilà, différentes choses, ça va dépendre de notre environnement, etc. Donc, c'est vrai que c'est plus complexe que juste, bon, bah, on vous met dans une des cases et vous mangez que ce que tu viens de nous dire. Voilà, il faut varier, mais suivant notre tendance, il vaut mieux privilégier ou supprimer certains aliments, ou diminuer en tout cas. Mais là, en effet, il vaut mieux se tourner vers toi ou vers un autre expert pour avoir vraiment quelque chose de très spécifique et très adapté à nous-mêmes, finalement. Super, génial. Ben, merci déjà pour ces précisions. Enfin, ça donne déjà une lumière de ce que à quoi ça peut ressembler et comment ça fonctionne aussi bien en général que plus dans le concret. Est-ce que par ça, tu avais envie d'ajouter autre chose par rapport Alors, tu m'avais à ça? demandé de faire Oui, des choses un petit peu plus concrètes. Donc, moi, j'ai pensé peut-être donner des exemples de petit déjeuner oui, pour c'est ce chaque qu'on avait personne. parlé, ouais. Et je voulais savoir si avant, tu avais autre chose à ajouter ou, euh, ou c'était assez clair. Enfin, Non, pour je moi, pense ça que me paraît assez clair déjà. Tu nous as sauf donné s'il y a des énormément questions. d'informations. Mais c'est pour ça, j'ai l'impression que j'ai déjà pas mal débité. Génial. Mais s'il y a des questions, je suis avec plaisir pour vous répondre. Complètement. Les amis, c'est le temps des questions. En attendant, on n'a qu'à passer sur les petits déjeuners concrets. On a dit qu'on finirait par ça. Et puis comme ça laissera le temps aux personnes de poser leurs questions. Oui, alors du coup, des exemples de petit déjeuner, c'est pas figé, hein. Donc déjà le vata, pour le vata, normalement il a besoin d'un peu de changement parce qu'en fait s'il n'a pas de changement dans la vie, il s'ennuie. Mais du coup il faut que ce soit des petits déjeuners qui soient assez consistants.
Ok. Euh, donc, soit des petits déjeuners qui sont protéinés, par exemple à base d'œufs, pardon, Oui. ou, par exemple des sardines, si le veulent, du jambon, des choses comme ça. Soit sinon, on peut partir sur des petits déjeuners à base d'avoine. Ça, c'est quelque chose qui est très recommandé en Ayurveda. Donc, les porridge, les muesli, les choses comme ça, c'est très bonnes pour le vata parce que du coup, sont consistantes. Et ça, il faut surtout pas de sucre rapide parce que le vata, il a déjà cet élan de faire les choses vite. Donc, si en plus il prend peut-être un gâteau, je sais pas, je dis ça, mais j'ai fait ça hier. Je suis descendue chez ma belle-mère et il y avait le gâteau des rois. Donc, j'ai pris une part et j'ai mangé une part de gâteau des rois. Et c'était mon petit déjeuner avec mon infusion, etc. C'était terrible. Donc, c'est vraiment pas bon, hein. On n'est pas concentré. Pour les personnes qui ont un élan vata, c'est vraiment pas terrible. Donc, il faut des choses qui soient un peu consistantes, qui soient savoureuses, qui a un goût plutôt sucré. C'est le sucré qui va apaiser plus le vata. Ok. Mais attention, c'est pas le sucre rapide, c'est le sucre Plutôt modéré. madura. Donc, c'est le sucre complet, on va dire, le sucre du riz, le sucre des céréales, plutôt que le sucre de la canne à sucre, quoi. Ok. Voilà pour le vata. Pour le pitta, encore une fois, il faut qu'il soit consistant. Donc, on peut partir sur les mueslis, si on Oui. aime bien ça, Mhm. avec des fruits, par exemple. Si c'est un petit déjeuner juste avec les fruits, ça suffit pas. Ok. Il va avoir faim rapidement. Donc, il faudrait une source soit de protéines, soit de céréales. Donc, les mueslis, c'est très bien. Mais ce qui est très souvent le cas pour les pitas, c'est qu'ils aiment bien faire un plat. Donc, par exemple, une kitchari, c'est un plat typique en Ayurveda, parce qu'il est très bon, très nourrissant, mais très facile à digérer. Donc, c'est une base de légumes avec du riz et avec de l'haricot mongo, qui est une légumineuse qui est facile à digérer. Donc, ça, c'est un bon petit déjeuner pour le pita, par exemple. Ok. De manger les restes de la veille. S'il y a, enfin, c'est pas juste des restes comme ça, mais s'il y a une bonne part appétissante et qu'il a envie de ça, ben, il peut prendre ça le matin. Donc, Ok. c'est assez consistant. Et il a un feu digestif assez pour faire un gros repas comme ça au petit déjeuner. Et le kappa, quel est le meilleur petit déjeuner? Ben, pas de petit déjeuner pour lui. C'est les jeûnes intermittents. Donc, par exemple, une décoction de gingembre dès le matin. De prendre un gros verre d'eau chaude ou un gros verre avec du gingembre, du cumin, des épices digestifs qui vont aider justement à stimuler son feu digestif. Dès le matin, c'est quelque chose qui est très bien. Ok. Génial. Super. Donc, trois types de déjeuner, de petits déjeuners très spécifiques. Et on a eu Trois une exemples. question de Mathilde qui nous dit: Je reviens sur la notion d'acidité pour le pitta. Je pensais que le citron avait un effet alcanisant, pardon. Donc finalement sans effet, acidifiant sur le corps. Très intéressant votre approche et intervention. Ok, super. Oui, en Merci fait, Mathilde. le citron, c'est connu, donc c'est très dit par la naturopathie déjà, que le citron, une fois qu'il est digéré, il va être basique, et c'est aussi dit par l'Ayurveda. C'est Ok, une notion que je n'ai pas mentionnée ici parce que ça ferait peut-être trop lourd, mais on va étudier le rasa, virya, vipaka. Donc j'ai un peu parlé des rasa, des 6 goûts, donc c'est le oui, goût qu'on va avoir en bouche qui va avoir l'effet. Il y a le virya, donc c'est la potence. Est-ce que l'aliment, il va être refroidissant ou réchauffant pour le corps? Il y ok, a Vipaka. Donc, oui, Vipaka, c'est l'action post-digestive. Et le citron, en effet, normalement, il est basifiant après. Donc, son ok, pH, il changerait. Mais, il faut encore que l'agni, il marche. oui, OK? Donc, c'est ça, c'est la notion qu'on n'a pas trop en naturopathie. C'est la notion de agni. Donc, le citron, dans son vipaka, dans son action post-digestive, oui, il n'est plus acide ok, parce qu'il a eu une digestion. mhm, S'il n'a pas de digestion, il reste acide. Si l'agni il est déséquilibré, il a des fortes chances que le citron il ne devienne pas basique. ok, Voilà. super. Ben, en tout cas, merci Mathilde pour ton intervention, parce que du coup, merci à Rita pour cette explication. En effet, comme vous l'avez compris, l'Ayurveda, c'est assez complexe et on n'a pas pu évoquer toutes les notions ici, parce que ce serait trop long à expliquer.
Simplement, mais en tout cas, vous avez déjà des bonnes bases, vous avez des aliments en fonction de votre type d'énergie, en tout cas celle que vous reconnaissez le plus. Et ça n'empêche pas d'aller se renseigner un petit peu plus profondément, puisque chaque individu est différent. Il y a Mathilde qui te dit merci beaucoup, très intéressant. Et on a une autre question de Emma qui nous dit bonjour à vous deux, où trouve-t-on facilement DJ ou peut-on le faire soi-même? D'ailleurs, pourquoi le G? Voilà, il y a trois J'ai pas questions compris. en un. Ah, le ghee? Oui, le Guy, pardon. Le ghee. Ah, ok. Alors, le ghee, c'est un produit de l'Ayurveda, enfin, qui est très répandu en Ayurveda, c'est le beurre clarifié. Ok. Ça dépend pourquoi tu veux l'utiliser. Donc, si c'est pour ta cuisine, aujourd'hui, il y a des marques qui font du ghee que tu peux acheter au magasin bio. On ne sait pas comment il a été fait. En fait, pourquoi on utilise beaucoup les ghee? On l'utilise beaucoup dans des préparations médicales. C'est-à-dire qu'on crée le ghee, on prépare le ghee avec des plantes et ça devient un médicament pour la personne à prendre tous les jours, des choses comme ça. On a par exemple le Brahmi Ghritam. Donc, c'est une préparation de Brahmi fait avec du ghee qu'on va mettre tous les jours dans le nez. Ça va avoir un apaisement au niveau du mental. Voilà. Donc, c'est une substance qui est grasse. C'est un gras saturé. Donc, il vient du beurre. Et normalement, si on le fait chez soi, si on le veut à but thérapeutique, c'est mieux de le faire chez soi. Bon, dans tous les cas, c'est mieux de le faire chez soi. Mais en tout cas, si on le fait pour des raisons thérapeutiques, je vous conseille vraiment de le faire. Donc, vous faites cuire du beurre, ok. À un moment donné, il y a une mousse qui s'élève. Donc, il y en a des personnes qui disent qu'il faut enlever la mousse. Il y en a d'autres qui disent de pas enlever, qui après ça se pose à la fin. Peu importe, essayez les deux. Je vois pas de grande différence. Okay. Et à la fin, donc si on n'enlève pas la mousse, il y aura des petits cristaux en bas qu'il faut rejeter. Il faut même pas les manger, il faut les rejeter. Et après, on met ça dans un bocal et ça se conserve 1, 2 ans. Il faut pas le mettre au frigo parce que justement, si on le met au frigo, ce qui est intéressant dans le ghee, c'est que par la cuisson, on a transféré de l'agni dans ce ghee et si on le met au froid, on le perd. Donc, les ghee, c'est un produit qui est très très intéressant pour cuisiner parce que c'est un gras saturé, donc il va pas se transformer, ça va pas devenir cancérigène si on cuit avec. Donc il va avoir pas mal de vertus. Pour les vata, il est pas particulièrement intéressant parce que justement il est gras, donc il va nourrir le vata qui est très asséché. Comment le faire? Je crois que c'était ça surtout la question. Donc ça, il y a pas mal. Il y avait comment le faire, pourquoi et où le trouver. Donc, où le trouver dans des boutiques, certaines boutiques en tout cas, notamment de bio. Comment le faire, tu l'as expliqué. Et pourquoi aussi, il me semble, tu en as dit. Pourquoi? Je crois que je l'ai expliqué. Donc, ça dépend pourquoi. Enfin, c'était ma question, en fait. Parce que il y a plein de raisons. Donc, ça peut être juste pour la cuisine. Il faut aimer le goût aussi. Moi, personnellement, j'aime pas trop, au final. Okay. Donc, je l'utilise pas finalement beaucoup. Voilà. Après, il y a autre grand avantage du pourquoi faire le ghee, c'est que normalement, il y a plus de caséine et plus de lactose s'il est bien fait. Okay. Donc ça, pour les intolérants au lactose, c'est très intéressant parce que ça reste une matière qui vient de la vache, en fait. Donc il y a toutes les qualités de ça, mais qui n'a plus de lactose et plus de caséine. Okay. Donc ça, c'est un grand intérêt aussi. Génial. Voilà. Donc Emma après, nous dit, ouais, Emma nous dit justement, merci beaucoup, je vous découvre et je vous adore. Oui, tout a été abordé, donc merci, elle te remercie. Et on a Claude aussi qui nous dit merci pour toutes les informations. Et on a Atlan qui nous dit que justement, elle connaît une personne, ou il connaît, pardon, une personne qui fait avec du beurre frais de production locale. Donc ça peut être aussi une bonne solution. Voilà, si vous voulez faire à la maison, soit vous connaissez quelqu'un qui a un producteur local, donc ça c'est l'idéal. Sinon, un magasin bio, le meilleur que vous trouvez, c'est du beurre baraté. Donc c'est celui qui a été moins transformé. Donc normalement, c'est marqué beurre baraté, sans sel, etc. Donc c'est celui-là le meilleur que vous pouvez trouver pour faire votre ghee maison. Ok, génial. Super. Après, sur ma chaîne YouTube, vous avez
plein d'autres informations en fait sur les guises, sur des recettes de petit déjeuner, Mm. il y a vraiment c'est Ayur Natur, il y a plein d'informations là-dessus. Je mets pas forcément de recettes, les recettes c'est plutôt sur Insta. En ce moment, j'ai fait des reels. Génial. Au réel, je sais pas comment dire ça. Donc j'ai commencé un peu à faire ça. Je le Génial. fais de façon vata, donc c'est pas tous les jours. Au contraire, c'est quand je fais plein et après j'en fais plus. Ok. Mais si vous allez sur la section Reels, il y a déjà quelques recettes Ok. qui sont adaptées à la cuisine ayurvédique. Ok. Super. Génial. Merci beaucoup, Rita, pour toutes ces informations. C'était Merci à très toi. riche, donc génial. Merci. En tout cas, voilà, on reste à votre disposition si vous avez d'autres questions par la suite. Il y a aucun problème, hein, en privé ou en commentaire du replay. On sera là pour y répondre. Est-ce que tu as envie d'ajouter un mot de la fin? Quelque chose pour... Je Non. sais pas. Écoutez-vous, en fait, si on résume l'Ayurveda en une chose, parce qu'il y en a plein de choses qu'on peut Oui. voir en Ayurveda, mais s'il y a une chose qui est fondamentale et qu'on peut résumer l'Ayurveda à ça, c'est l'écoute, l'observation de soi. Qu'est-ce que j'ai besoin maintenant, à cet instant présent? Ça, c'est quelque chose. Bon, si vous calez sur ça, vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut manger, Oui. sur quoi il faut travailler, est-ce que je dois passer du temps avec mon enfant ou est-ce que je dois prioriser autre chose à cet instant? Ok. Est-ce que je dois sortir dehors? Aujourd'hui, chez nous, il y a le Mistral, donc il suffit de regarder par la fenêtre. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent ah je sais pas comment m'habiller parce que il devrait faire tel temps et il fait pas Et le il temps fait qui pas. était prévu alors qu'il suffirait d'ouvrir la fenêtre et de voir quel temps est fait. En fait, c'est essayer de vous reconnecter tous les jours avec ce qui se passe chez vous, ce qui se passe à l'extérieur. Dans l'Ashtangridayam, c'est un des ouvrages de la Brihatriad, des Mhm. trois principaux. Et donc, ils disent, la première chose à faire au réveil, c'est de s'observer. Observez-vous. Et est-ce que j'ai mal quelque part? Est-ce que j'ai une pensée en particulier? Euh, voilà. Est-ce que j'ai une tristesse? Est-ce que, voilà. Mhm. Comment je suis aujourd'hui? Et après, regardez par la fenêtre. Et comme ça, vous essayez petit à petit de vous écouter, de voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur et de voir qu'est-ce qui est mieux pour vous. Génial. Super. Eh ben écoute, merci beaucoup. Tu as plein de merci. Voilà, de Mélanie, de Emma aussi. Voilà, il y a eu plein de petits cœurs pendant ce live, donc merci énormément Rita. Et bien sûr, le replay sera disponible sur mon profil pour tous ceux qui veulent peut-être prendre des notes ou réécouter les informations voilà, nécessaires pour eux. Super, merci énormément et j'espère à très bientôt Rita. Merci, à très bientôt. Bye bye, belle journée à tous.